era, and the subject is the Grand Place of Brussels, Tourism and Monofunctionalities. Thank you, Paula. Ah oui, déjà. Okay. Donc tu mets juste à partir du début, et c'est tout, tu enlèves là. Et après tu... C'est ça là, ok, ça va. Bonjour, je vais vous présenter les actions que la ville de Bruxelles fait un peu pour améliorer la qualité des commerces autour de la Grand Place, qui est patrimoine mondial, et aussi par rapport aux habitants. Alors, la Grand Place de Bruxelles est inscrite au patrimoine mondial depuis 1998. Vous pouvez voir les deux critères sur l'écran sur lesquels la Grand Place a été inscrite. Par sa qualité d'architecture et comme lieu de marché, en résumant les deux critères. Et alors, une zone tampon a été définie, que vous voyez dans l'image autour de la Grand Place. Alors, cette occasion de cette inscription sur la liste du patrimoine mondial nous a permis de faire une série d'études sur la place même et sur la zone tampon. On a fait des études sur tous les bâtis autour de la place et on a réussi à identifier la date de construction de tous les bâtiments. Alors, cette partie de la ville s'est vidée de ses habitants à partir des années 70 et avec l'augmentation du tourisme, le commerce lié aux habitants est parti aussi. Et alors, on a vu augmenter tout ce qui est restaurant rapide, disons comme ça, pas de restaurants de bonne qualité, beaucoup de magasins de souvenirs dans toute cette surface. Il faut se dire que c'est un parcellaire ancien et que les maisons sont très étroites. Et alors la typologie de la parcelle est composée par un bâtiment à front de rue, une cour et un bâtiment arrière. Alors, avec le départ des habitants, les commerces ont vraiment envahi tout le rez-de-chaussée des parcelles, ont couvert les cours et ont beaucoup de fois supprimé l'accès aux étages. Alors, ces images pour vous donner un petit peu à quoi ressemblent les petites rues autour de la Grand Place, avec, vous voyez, la rue des Bouchers, que c'est que des restaurants, et les autres rues sont fort commerciales, pleines de magasins de souvenirs et de magasins de chocolat. Alors, la problématique des étages vides est liée finalement à cette problématique commerciale. Comme je viens de dire, les étages sont vides et beaucoup de bâtiments, on n'a plus accès parce que les commerces, comme ils ont occupé toute la parcelle, ont supprimé l'accès aux étages. Alors, depuis déjà 15 ans que la ville fait des actions pour ramener des habitants au centre-ville. Ça, c'est un type de relevé qui a fait un inventaire de tous les étages vides dans la zone, que vous voyez que c'est encore assez important. C'est la couleur bleue que vous voyez. Le jaune, c'est les bâtiments réhabilités. C'est un relevé qu'on a commencé à faire en 2008 et maintenant, depuis 2015, qu'on fait tous les 2 ans. Alors, on attend les résultats maintenant pour 2019 pour voir s'il a un petit changement, parce que c'est très difficile de convaincre les propriétaires à faire des travaux dans les bâtiments, parce qu'ils louent toute la petite maison à un bail commercial, même si le commerce n'occupe pas les étages. Et les bails commerciaux, comme vous pouvez imaginer, sont très hauts. Alors les propriétaires sont satisfaits avec ce loyer, ils ne s'inquiètent pas trop pour la partie supérieure des maisons. Alors, pour vous donner des exemples à l'intérieur des maisons, vous voyez dans les 3 photos supérieures, beaucoup de fois, le premier étage des maisons est utilisé comme lieu de stockage pour les commerces.
La partie supérieure, les greniers sont vides. Ils sont de très bonne qualité. La plupart des bâtiments remontent au XVIIIe siècle. Et on a un cas extrême pour illustrer le type d'intervention que les commerces peuvent faire dans ce type de patrimoine. Vous avez une petite maison en intérieur d'îlot, que quand on a visité le bâtiment pour la première fois, on a trouvé une salle de bain au niveau du rez-de-chaussée qui était utilisée par le commerce. Il a eu un changement d'occupation commerciale et alors au moment qu'il démonte le cloison qui fermait la salle de bain, on a trouvé l'accès pour les étages de la petite maison. Bien sûr, vous pouvez imaginer que les étages de la petite maison étaient en très très mauvais état vu que cette cloison était là depuis quelques années, utilisée par le commerce. Voilà, la ville a développé une série d'actions pour encourager les propriétaires à rétablir ces accès aux étages pour ramener des habitants au centre-ville. Voilà, c'est une prime pour créer cet accès séparé qui existe depuis 2010. Et on n'a pas beaucoup de succès non plus avec cette prime, parce que vous voyez les chiffres, le total de primes demandées. La première année, on a eu 10 personnes qui ont demandé, 10 propriétaires qui ont demandé la prime. Mais vous voyez les chiffres et pour le moment, on est en moyenne avec 2 demandes par an, que ce n'est pas beaucoup pour toute la zone. Voilà, ça c'est un exemple d'une intervention que vous avez le commerce au niveau du rez-de-chaussée, vous avez l'état existant où il n'existait pas d'accès vers les étages. Et alors avec la prime, le propriétaire a réussi à faire un nouvel escalier qui relie à l'escalier existant des étages pour permettre les habitants. Voilà. Au niveau du commerce, c'est une zone très très touristique. Alors en 2015, l'agence régionale qui s'appelle Atrium, qui a changé entre-temps de nom et qui s'appelle maintenant UB Bruxelles, c'est une agence régionale qui dépend de la région de Bruxelles-Capitale, qui fait un relevé pour établir tous les indicateurs de commerce pour tous les quartiers de la ville. Voilà, je vous présente ici le premier qui a été fait en 2014 pour la zone tampon, autour de la Grand Place. Je ne sais pas si c'est très lisible avec le soleil, mais il a plein de petits points jaunes. C'est tout ce qui est hôtel, restaurant, café. Et alors tous les commerces qui sont indiqués, bon, dans ce type de baromètre n'est pas indiqué exactement le type de commerce, mais tous les petits points verts, je crois, sont des commerces, mais ils sont des commerces souvenirs et chocolat. Ce n'est pas des commerces liés à l'habitat. Alors, en 2006 aussi, en même temps, ils ont compté le flux de piétons autour de la Grand Place. Et vous avez dans une des rues qui lie la Grand Place, la rue de la Colline, on avait 22 900 piétons qui rentraient par jour. Et dans l'autre axe principal à côté de la Grand Place, on avait 18 978 piétons par jour. Et cette moyenne, jusqu'à maintenant, est en train d'augmenter aux alentours de presque 18-20% par an. Le tourisme augmente énormément. Alors, en 2015, la ville de Bruxelles s'est dotée d'un schéma de développement commercial pour essayer de renforcer la diversité, l'originalité et la qualité de l'offre commerciale dans cette zone. Alors, ils ont établi un diagnostic par quartier. Alors, je vous montre ici un exemple. Ce sont les 3 petites rues derrière la Grand Place qui sont principalement dédiées aux restaurants et des restaurants de bas gamme. Parce qu'on sait ça aussi, parce qu'aujourd'hui, via les sites internet et via les guides touristiques, tous les commentaires qui existaient sur les restaurants de ces rues sont très très négatifs. Alors ce schéma fait le diagnostic qui indique aussi des pistes de travail. Voilà, on sait bien qu'actuellement c'est quand même une zone très touristique. C'est une zone où les restaurants sont de bas gamme et il y a beaucoup de bruit la nuit à cause de ces restaurants. Alors l'idée, c'est d'améliorer cette situation en ramenant quand même des restaurants plus qualitatifs, vu qu'on est en pleine zone touristique.
ça nous semble aussi difficile de changer complètement la façon d'occupation du commerce. Alors, l'idée, c'était de revaloriser l'image du quartier, voilà, par les restaurants de qualité. Voilà, intensifier les contrôles d'hygiène, parce qu'en fait, ces restaurants de bas qualité sont également, au niveau hygiène, très problématiques. Voilà, confirmer la spécificité de ce quartier et essayer d'aménager la partie urbaine pour qu'elle soit plus conviviale. En fait, ces 3 rues viennent d'être aménagées au niveau de la voirie. On est revenu à mettre un revêtement plus traditionnel en pavé. Et cette ligne de travaux a fait que beaucoup de ce type de restaurants ont fermé et ont quitté les lieux dans ces 3 petites rues. Alors, avec les actions que la ville a développées, on a quand même réussi à amener quelques commerces un petit peu de plus de qualité. Et la ville a également créé une ASBL qui s'appelle Entreprendre Brucity, qui est dédiée principalement à activer auprès des propriétaires pour les sensibiliser à accepter plutôt des locations de qualité et pas simplement tourner vers le tourisme. Parce qu'en fait, les 2 actions de ramener les habitants au centre-ville et d'améliorer le côté commercial se fait en parallèle. Alors, si on ramène des habitants, il faudrait quand même qu'on ramène des commerces pour les habitants, pour répondre à la demande. Alors ici, vous avez un type de restaurant un peu plus qualitatif. Le Pistolet, c'est un restaurant de sandwich. Et alors, des nouveaux bars qui s'installent et des magasins, un magasin de chaussures, c'est déjà un peu moins dédié simplement à des touristes. Et bien sûr, il continuera toujours à avoir des magasins de souvenirs, vu qu'on est en pleine zone touristique. Mais on essaie quand même d'améliorer la qualité de ces magasins. Alors, une autre action qui a été à l'initiative de la ville, mais en collaboration avec les comités de commerçants, parce que sans eux, ces actions n'ont pas beaucoup de sens ni de réussite. Alors, suite à la crise économique et beaucoup de problèmes qu'il y a aussi au niveau de Bruxelles, suite aux attentats, beaucoup de commerces étaient vides autour de la Grande Place. Alors, ils ont lancé une action pour louer d'une façon éphémère les commerces qui étaient vides autour de la Grande Place. Ils ont appelé, c'est un festival qui a un nom, Pimp My Street. Et en fait, le principe, c'était une location précaire d'1 mois ou 2, que les propriétaires permettaient l'occupation sans payer de loyer pour y dynamiser les rues et principalement permettre à des designers, des créateurs et des artisans belges d'occuper ces magasins. On a commencé par précisément une des petites rues où il y avait beaucoup de restaurants. La petite rue des Bouchers, vous avez la photo, un exemple d'un magasin de décoration qui s'est installé. Cette action a été faite pendant les fêtes de Noël en 2017-2018. Et en fait, elle n'a pas eu beaucoup d'effet après. Les magasins étaient occupés à ce moment-là, mais par la suite, ils continuent vides jusqu'à maintenant. Et c'est vraiment une des artères où l'occupation principale, c'est des restaurants. Alors, je pense que ça n'a pas marché dans ce sens-là. La même action a été relancée dans une autre rue, la rue des Éperonniers, au printemps 2018. Et alors là, effectivement, ça a fonctionné très bien. Parce qu'en fait, il y a eu les occupations éphémères pendant un certain moment, et par la suite, les commerces sont restés. Alors, on a vu apparaître dans cette rue une papeterie, voilà, des magasins de meubles et de design, et c'est une des artères. Vous voyez le petit point rouge dans le plan à votre gauche, et c'est une des artères derrière la Grande Place. Alors, je pense que ce type d'initiative qui est faite avec le comité de commerçants, qui a un effet positif à long terme, mais il faut bien comprendre le type de commerce existant avant.
parce que c'est la première fois qu'on l'a fait dans la rue, la petite rue des Bouches, et que c'était une rue extrêmement consacrée au restaurant. Amener ce type de magasin, ça n'a pas fonctionné du tout. Ou alors il faut un changement plus drastique de l'occupation commerciale. Alors, des autres initiatives sont en cours, toujours normalement près des fêtes de Noël, pour amener les habitants au centre-ville. Faire des parcours commerce et lumière. Alors, certaines rues au centre-ville sont éclairées pendant la période des fêtes. Et à ce moment-là, on constate aussi qu'il y a beaucoup de gens de Bruxellois, de gens de Bruxelles qui viennent pour visiter les rues. Voilà. Alors, je voulais présenter ce type d'action qui est en cours pour la ville de Bruxelles, qui a ses points négatifs et positifs. C'est un travail qui est développé déjà depuis au moins 15 ans et que les résultats sont vraiment très lents à être implantés en cette zone touristique parce que le tourisme est vraiment en augmentation. Et si vous allez à Bruxelles, malgré ces actions, qui font partie, bien sûr, du plan d'aménagement de la Grande Place, sont très lentes par rapport à la situation parce qu'actuellement, par exemple, sur la Grande Place, on continue à avoir que 6 restaurants et tous les commerces qui existaient avant sont partis et sont installés à la place des magasins de chocolat. On a une autre rue, c'est vraiment les magasins de chocolat et magasins de souvenirs qui sont en majorité dans cette zone. Et ce type de processus, c'est assez long, mais l'important, c'est que c'est la ville qui prend l'initiative, mais travaillons ensemble avec les comités des commerçants sur place. Voilà, je pense qu'il faudrait comprendre en termes de conclusion que la diversité économique et commerciale des sites du patrimoine mondial de l'UNESCO devait être perçue comme un outil stratégique de développement local et qu'elle permet de garantir la conservation matérielle des sites, mais aussi l'ancrage des communautés locales dans les lieux habités. Et c'est ça qu'on essaie de faire pour garantir la diversité et la mixité entre habitants et commerces au centre-ville de Bruxelles. Merci beaucoup. From Rin Alatulu. I hope I pronounced that correctly. Rin? No? Have to give us the pronunciation. Alatulu. Okay, thank you. And the subject, I think it's a very interesting and quizzical title. It's called Airbnb, Family Rent Tourists Their Sofas, or is it vice versa? I think it's a great title. So, over to you, Rin, when you're ready. Do you need some help with the technology? Is it in some kind of a dossier, my presentation? I think she needs some help. Ah, civic presentation. Yeah, okay, and now I will. Yes, hello everybody. I come from Estonia, from Northern Europe, and I sort of take over what Paula has just told us, and also probably repeat some of the issues that we have been talking these days. But I wanted to get you a bit more deeper look into the issues of Airbnb and other rental platforms. It's internet online marketplaces. And the reason why I chose this topic was that we had an
ICOMOS Europe Group meeting in Portugal this June, and we visited both Lisbon and Porto. And what we saw in Porto brought up the issue that it's, Airbnb has really become a cancer, an incurable cancer in the heritage system. And ICOMOS is publishing a Heritage at Risk report every couple of years. And Jörg Haspel asked me to write an article on Airbnb, and so I'm reflecting my article on you. I'm trying how it works. So it's meant to be for the Heritage at Risk report. The background of Airbnb is actually, first it was called airbedandbreakfast.com, and it's very new in relation to all other things that we are talking. It was established only in 2008. It's 11 years ago. And it origins from San Francisco, where two persons who had not enough money to pay their own rent. They rented out for a huge conference their home. They bought air mattresses and hosted people. And out of this initiative, the success that they received, they created an online marketplace. And it answers actually many needs of people. These guys, and there's most probably many people in the historical areas who suffer that they don't have enough money to renovate or restore their apartments, they can earn some extra money with easy solutions. The price is relatively cheap for customers, for the tourists. And it provides a very interesting experience, a potential to peep into the houses and homes of local people and to share the local atmosphere. And I must say that my very first Airbnb experience was right after we had an ICOMOS meeting in Florence in 2014. I went to Bologna, and I managed to get a room at the house of local restoration architects. It was a treat. It was really a treat to see this home and also to chat with these people. But this has remained my one and only very good experience on such a level. And Airbnb, I'm using Airbnb, and it has become sort of like a trademark of this issue, but actually all other rental pages use the same strategies. For example, this is from Booking.com, who also promotes the home rentals. And what has happened is that in 11 years, a company who has not a single apartment or a house owning themselves, they are mediating 6 million apartments and houses in 81,000 cities all around the world. And I just took a screenshot of what is happening in Sidi Bou Said, where many of you stay. And some other screenshots from Paris, it's only Bastille area, Tunis, and in the middle there is my hometown Tallinn, which is also, the old town is full of apartment rentals. But what has happened now is that 10 cities of Europe have turned to ask help from European Union to fight against the Airbnb expansion. And what is the issue? Why it is suddenly become so unpopular? The issue is in the fact that there are many others. There are also there is a huge protest also in the United States, and they have launched special websites that is against Airbnb. It's like unfair Airbnb, and there are some more. One picture from The Guardian, how Airbnb took over the world. So there is a lot of negative connotation against it.
And the main problem lies in the fact that people not anymore rent out one spare sofa or a spare room in their apartment, or rent it out when, for example, they are themselves away for their vacation, so they earn some money while their apartment is empty. But the biggest issue is that the houses are bought up by developers or some big real estate managers, and the number of people who rent out 7 and more apartments is constantly growing. And for example, in the city of Tallinn, which is a relatively small place in comparison to other European cities, we have one agency who is renting out 46 apartments. This is absolutely not normal what is going on. And some pictures also from Porto, where we were with our European colleagues of ICOMOS. And the result is that, first of all, why the cities are fighting against Airbnb is because it has become so profitable to rent the apartments out in the city centers for the tourists, that the local people leave central cities, like we heard also from previous reports. The rental prices for the locals are very high, and cities suffer of people becoming homeless because there is not enough rental space for the locals. The other thing, which I think is much more important, of course for us it is very important that we still preserve the local touch, but for us as heritage people, I think the biggest issue is that there is a lot of illegal, sometimes legal, but anyway not wanted reconstruction of the sites. What we saw in Porto, and many of my colleagues, we were there only on Sunday, and the others left at Sunday evening, but what they told in the city government, just wait till Monday morning and you will see that all the construction works will start immediately. And as I stayed there overnight, I can confirm it. It was 8 o'clock Monday morning, and all the saws and drills were working. And the result is, these pictures are taken just inside Porto historical town, that they demolish everything but the facades, sometimes also the facades, and all the buildings behind them are renovated as tourism apartments. And you know very well that tourism apartment is something else than your home. And city is not fighting, in Porto, city is not fighting against it. City is supporting all these issues because there's a lot of money coming into the cities. I'm also promoting another working group that we have in ICOMOS. It's the rights-based approach, where I'm the member. It is a working group that actually started the same year as Airbnb in 2008. And it is mostly driven by the Norwegians, but now we have a global representation, and who is interested to join in, you are most welcome. And the rights-based approach is about the rights of the local people. It's the rights for your home, for the dignity of your heritage. It's against musealization and touristification of the areas. So I think that this our common dignity, rights-based approach is exactly the issue which should deal with Airbnb. So summing it more or less up is that we have a threat on the interiors. We have a serious threat for gentrification. It's not a threat anymore, it's a fact already. The very, very big issue is the foreign ownership, because many of these apartments are not anymore owned by local people, but the money goes abroad.
And I can tell you, there is also in Europe, there is a lot of Chinese ownership and Russian ownership. And I can tell you for my own country in Estonia that we have a lot of Russians who live in Moscow and St. Petersburg who own the apartments in Tallinn. We have a very effective e-country, and everybody is supposed to pay taxes, and our tax department is very efficient. They will collect all the taxes that are needed, and they are collaborating with Airbnb for the local people so that we have to pay taxes if we rent them out ourselves. But their hands are very short if it comes from foreign owners, and especially the ones outside the EU, so it's not even the tax money is coming in. The touristifications and that the locals move out, and that is what I've been telling you, and which is quite self-evident. But then there's also an issue how responsible ourselves we are, because I'm ashamed to admit that although I'm very price affected. I cannot afford myself very expensive lodging here. So I took the cheapest one that was on the list, which is called Maison Birza, which is actually turned out to be a home accommodation. I have a free rooms apartment here. It's just a walking distance in Carthage. But after the presentation of our local colleague here from yesterday, I double-checked where I'm situated, and I'm situated on the Park Archaeologique. So I'm sorry, I'm not a responsible traveler at this time. Thank you. Thank you, Rin. That was very interesting. And we'll have questions and discussions about this, because I think that did raise a lot of issues that are very relevant to Civi. So the final presentation is Faika about the Medina. No. Bonjour. Bon, moi je vais un peu vous parler de la Médina de Tunis, mais je vais aborder la question essentiellement par rapport à une spécificité, par rapport à l'habitat social et insalubre dans la Médina. Parce que c'est vrai ce que disait hier Teresa par rapport à la Médina de Tunis, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de projets, qu'il y a même une réglementation spécifique qui gère toutes les actions à mener, qu'il y a même une stratégie qui a été établie depuis les années 70 pour la sauvegarde et la protection donc, de la Médina, qui est classée patrimoine mondial en 1979. Et notamment les stratégies sur lesquelles on se basait dans toutes les actions menées par l'ASM sont situées sur deux niveaux. Le premier niveau, c'est l'amélioration des conditions de vie des gens qui habitent la Médina. Et le deuxième axe, c'est la mise en valeur de ce patrimoine qui est aussi classé patrimoine mondial. Donc, on avait des interventions qui ont des visées à la fois sociales et patrimoniales. Mais moi, ce dont je vais parler, c'est comment, à partir de cette vision plutôt sociale, on est arrivé, est-ce qu'on a réussi, on n'a pas réussi, est-ce qu'on a répondu aux deux objectifs établis dans cette stratégie. Et j'ai appelé d'ailleurs ma communication « Droit d'habiter la Médina de Tunis ». Voilà, je vais passer très très vite. Ça, c'est le plan de la Médina de Tunis en 1860. Et pourquoi j'ai choisi cette date? C'est parce que, si vous voyez, donc la Médina, parce que Tunis, la ville de Tunis, c'était que la Médina. Donc on a donc tout ce territoire qui fait dans les 300 hectares et qui était donc entouré de murailles. C'est à partir de cette date, 1860,
que la Médina, donc, a commencé, la Médina a commencé donc à s'ouvrir, et on voit en bas on a commencé à démolir les murailles dans la partie basse de la Médina. Et aussi en 1860, le consulat de France a quitté la Médina, donc il s'est établi en dehors des murailles. Et à partir de cette date-là, on a commencé à réfléchir donc la nouvelle ville, la ville du 19e, 20e siècle. Et qu'on voit très bien là en 1881. 1881, c'est la date où la Tunisie, la régence ottomane, est passée sous le protectorat français. Ce sont des dates très importantes dans l'évolution urbaine de la ville. Et là, je vous montre une carte qui est contemporaine, on peut dire, et vous voyez au départ la Médina qui était la ville, elle faisait 300 hectares, alors qu'aujourd'hui on est à 21 363 hectares, la population aussi elle a énormément augmenté, et ce que vous voyez en rouge, donc c'est la Médina. Donc c'est le centre historique, et ce que vous voyez en orangé, c'est la ville du 19e, 20e qui a été établie donc, depuis le protectorat, mais qui est considérée aujourd'hui comme le centre ancien de Tunis et comme un patrimoine tunisien. Voilà. Là, c'est une vue des années 1970. Bon, avant de passer un peu aux années 70, bon, là, je vais vous dire un peu l'historique de la conservation urbaine qui a été adoptée pour Tunis, je veux dire, la Médina de Tunis. Donc, dans les années, à la fin des années 60, il y a ce qu'on appelle prise de conscience, c'est avec la création donc, de l'association Sauvegarde de la Médina. Juste deux mots, dans quel contexte cette association elle a été créée. Cette association elle a été créée suite au projet donc de percée qui était programmé, qui devait traverser donc le centre ancien, la Médina du Tunis, et qui devait relier donc la ville du 19e. Vous voyez là l'axe, vous voyez cet axe important. Parce que j'arrive pas à le faire, ça fait bouger. Bon, donc là, cet axe-là, il devrait donc traverser toute la Médina et n'était. Oh, il y a un problème. Ah, ok. Sorry. المشكلة متاع traduction. Non, متاع l'appareil, je veux dire. Il y a un problème pour l'appareil, c'est bon. It's okay? Okay. It's okay? Ok. Donc je reprends. Donc vous voyez, donc il devrait être épargné donc dans la Médina que les monuments les plus importants, tels que les mosquées et les monuments les plus importants. Sinon le reste devait partir. Donc dans ce contexte-là, on a créé l'association Sauvegarde de la Médina pour voir quelles stratégies adopter pour la mise en valeur de ce centre ancien. Mais on peut dire donc, à la fin des années 60, c'est une prise de conscience, création de l'ASM. À partir des années 70, c'était connaître le terrain, parce que depuis la création de l'ASM entre 67 et 70, il y a eu un travail de diagnostic approfondi, donc on voulait connaître la Médina, sa structure urbaine, son architecture, sa structure aussi socio-économique, sociale, par qui elle est habitée, comment elle est habitée. Excusez-moi, je vois qu'il y a des problèmes par rapport à l'appareil. Donc voilà. L'appareil, oui, non. Non, je sais. It's working, you know. Bon. Donc voilà, donc c'était une période de diagnostic, de connaissance de la Médina, et à partir de là, on a établi donc une stratégie d'intervention et des projets. Donc
on peut dire que dans les années 80, c'était l'urbanisme opérationnel grâce au projet de restructuration de la Hafsia, et je vais y revenir. Et aussi, dans les années 90... Non, non, mais... ok. Non, mais l'appareil... Ok. Non, non, non. There is a problem for appareil. D'accord. D'accord. Non, non, mais elle a le texte. Elle a le texte. يتهلك كان في أنا لا 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 يتهلك كان في أنا donc on a dit dans les années 80 c'est plutôt donc l'urbanisme opérationnel avec des projets tels que le projet Hafsia, la restructuration du quartier de ce quartier, et dans les années 90 c'était une réflexion par rapport à l'habitat insalubre, l'habitat surdensifié, ce qu'on a appelé le projet Ukela, et je vais revenir. Mais aussi, à la fin des années 90, on a relevé qu'il y a l'apparition d'un nouvel acteur, qui est le privé. Puisque depuis les années 70 jusqu'à la fin des années 90, c'était plutôt l'État qui intervenait pour résoudre donc, les problèmes de restructuration, les problèmes aussi d'habitat insalubre. Et du coup, donc, la Médina, qui était un ghetto de pauvres, du coup, elle a commencé à changer d'aspect extérieur notamment. Donc, les promoteurs privés ont commencé à investir dans la Médina, donc avec des restaurants, et on va voir, je vais détailler ça un peu plus tout à l'heure. Et aussi, on avait une autre action qui était très importante, c'est que la mise en valeur et la réhabilitation du patrimoine, ce qu'on appelle le patrimoine partagé, donc c'est le patrimoine du 19e et 20e siècle. Mais aussi à partir donc, des années 2000, la fin des années 2000, donc à partir de 2008, 2009, 2010, on a commencé à réfléchir, à faire des projets d'embellissement, de façade et de parcours. Donc là, c'est juste pour résumer les actions les plus importantes qui ont été menées donc, depuis une cinquantaine d'années, donc depuis 67 jusqu'à aujourd'hui 2019. Donc je reviens donc au premier projet qui est le premier projet de restructuration donc, du quartier Hafsia. Ce projet, il s'est réalisé sur deux étapes. Une première entre 1972 et 1975. Il s'agissait donc d'un projet de reconstruction puisque le quartier il était pratiquement démoli. Bon, c'est une chose à souligner, ce quartier. C'était l'ancien quartier juif de la Médina de Tunis. Et en 1920, donc pendant le protectorat français, la municipalité, elle a décrété ce quartier comme quartier insalubre. Il est à préciser que ce quartier n'était pas plus insalubre qu'un autre quartier, mais sauf que l'intervention, elle était plus facile, puisque au début du XXe siècle, les gens qui habitaient le quartier, c'était essentiellement des gens pauvres, qu'ils soient de confession juive ou musulmane, mais c'était la population la plus pauvre de la Médina, puisque avec le protectorat, les populations les plus riches ont commencé à quitter la Médina pour s'installer dans la nouvelle ville. Donc, le quartier il a été décrété insalubre et on a commencé des opérations de démolition et de reconstruction, mais qui n'ont pas été abouties vu la Deuxième Guerre mondiale et les problèmes donc, de financement. Donc c'est resté un grand terrain nu. Donc il y a eu une première reconstruction entre 72 et 75 avec une centaine de logements et la restitution d'un souk qui reliait donc le souk Sidi Mahrez au souk Le Grana. Voilà au niveau du plan.
vous voyez là, donc à gauche, les logements, les 100 logements qui ont été construits, et l'axe, c'est le sourd qui a été donc repris. Et là, ce sont des images donc sur un peu le quartier avant et après, mais essentiellement après. Vous voyez donc dans les photos, les diapos à gauche, l'état du quartier avant le projet de restructuration, le premier projet et le deuxième projet, qui a été entamé donc dans les années 80, le deuxième projet, qui était conçu en tant que raccommodage urbain. Donc on a essayé de respecter l'urbanisme du quartier, donc de reprendre les axes et les rues, mais on a construit d'une manière contemporaine des logements. Donc, et vous voyez, donc là c'est le plan d'aménagement et là c'est le quartier tel qu'il se présente aujourd'hui. Et là ce sont deux diapos donc avant et après, mais la question qui se pose, donc avec cette opération, donc on a construit au niveau de la première tranche et de la deuxième tranche donc des logements, qu'on peut dire des logements sociaux. Mais qui a habité ces logements? C'était loin d'être de l'habitat vraiment social, parce que les habitants, qui étaient destinés essentiellement aux habitants du quartier Hafsiya. Mais le problème avec c'est que les habitants du quartier n'avaient pas les moyens de justifier, c'est pas les moyens d'acheter un logement, de justifier de leurs revenus, puisque tous ces bâtiments, tous ces logements, ils ont été construits par les moyens de crédit par rapport aux banques, mais les habitants du quartier n'avaient pas les moyens de justifier, de dire, ils n'ont pas de fiche de paye, pour dire que nous, on peut avoir accès, ils peuvent avoir les moyens d'acheter, mais sauf qu'ils ne peuvent pas justifier. Donc du coup, on a une autre population que celle qui a habité le quartier qui s'installe. Donc c'est une population de cadres moyens qui ont un salaire et qui ont donc des fiches de paye. Et là, on a commencé à sentir quand même un peu le changement des habitants. Et là, j'entame le deuxième projet, donc qui est de visée sociale, c'est ce qu'on a appelé le projet Okela, c'est le projet donc d'habitat insalubre et surdensifié. Bon, là, ce sont quelques images sur comment on habitait ces Okala. Bon, juste deux mots, ce phénomène, il est apparu dans les années 30 du siècle dernier. Donc les gens qui habitaient donc la campagne et qui étaient des agriculteurs, comme avec le protectorat français, donc ces terrains n'appartenaient plus aux agriculteurs tunisiens, c'est devenu des terres agricoles françaises. Donc le propriétaire d'un terrain qui travaillait son terrain est devenu un employé. Donc du coup il a quitté la campagne, il est venu à Tunis à la recherche de l'emploi, puisque Tunis est la capitale, donc il y a l'industrialisation, donc il y a moyen de trouver du travail. Et entre-temps, la Médina commençait à se vider de la bourgeoisie et de l'aristocratie. Donc il y a eu un remplacement donc, de cette population par une population rurale qui trouvait bien un habitat confortable dans la Médina, puisque c'est un habitat qui est autour d'un patio, donc chaque famille pouvait avoir une pièce, et même parfois une pièce elle est partagée en deux entre deux familles. Donc, et c'est dans les années, au début des années 90 qu'on avait décidé de résoudre ce problème, parce qu'on a commencé à avoir de problèmes sérieux, puisque des planchers commençaient à tomber sur la tête des habitants de ces Okala. Donc c'est juste pour résumer que ces Okala sont habités par 3000 ménages, donc vous voyez le nombre important de familles. Et le projet, il s'est réalisé avec deux objectifs qui sont à la fois donc, le sauvetage des ménages locataires des risques d'effondrement, le sauvetage d'un patrimoine immobilier de valeur universelle. Donc comment on s'est pris? Donc il y a eu des enquêtes, il y a eu un classement de différentes catégories donc, de logements. Donc, la première catégorie, donc les immeubles qui menacent ruine, donc il fallait les démolir. Et
donc la question qui se posait, reloger les habitants. Donc les premières opérations de relogement, elles se sont faites à l'extérieur de la Médina, pas dans la Médina. Elles ont été faites dans des quartiers périphériques de la ville, donc avec la construction de logements, aussi d'équipements, s'il fallait faire une extension des écoles ou des lycées. Il y a eu même dans des quartiers de relogement, on a même construit carrément des lycées. Et chaque famille, elle avait elle est devenue propriétaire d'un logement privé avec un système de location-vente. Et c'était la municipalité donc, de Tunis qui prenait en charge ce projet. À partir de la 3e tranche de ce projet, on a commencé à construire donc, dans la Médina, et les gens étaient relogés dans la Médina, mais si on a envie de devenir propriétaire, on est relogé en dehors de la Médina. Si on accepte de continuer à être locataire, on continue à vivre dans la Médina. Et pourquoi? Parce que le foncier a commencé à devenir très cher, donc on ne pouvait pas, la municipalité n'avait pas les moyens de construire des logements sociaux dans la Médina. Donc elle construisait des logements sociaux, mais juste pour la location, parce que les propriétaires ne pouvaient pas accéder à la propriété dans la Médina. Là, je passe à une deuxième composante qui est la réhabilitation. Donc, tout ce qui n'est pas classé immeuble menaçant ruine était destiné à la réhabilitation. Donc, pour la réhabilitation, on avait 2 catégories. On avait les bâtiments qui appartenaient à la municipalité, à l'État. Donc, on faisait les opérations de réhabilitation et les gens continuaient à habiter leur logement. Et pour les propriétaires privés, bon, avant de passer aux propriétaires, pour les propriétaires privés, on avait 2 catégories d'intervention pour les logements qui étaient propriétés privées. Si les propriétaires sont absents, ou bien ils ne vivent plus en Tunisie, ou bien ils ne s'intéressent pas à leur logement. Donc, d'ailleurs, parce qu'on avait une loi qui était censée être une loi de visée sociale, qui se résumait donc au blocage du loyer et au maintien des locataires dans les logements. Donc les propriétaires de ces logements n'intervenaient pas, puisqu'ils n'avaient pas le droit d'augmenter le loyer. Donc ils ne faisaient aucune intervention. Donc avec le temps, ces logements ont commencé à se dégrader. Donc on a une loi qui est régie par la municipalité, donc on a intervenu, la municipalité intervient à la place des propriétaires et réhabiliter les logements, et les locataires, donc les habitants revenaient dans ces logements, bien sûr moyennant une augmentation du loyer, puisque cette loi elle a été entre-temps révisée. Vous voyez là, ce sont des cas où les propriétaires ne pouvaient pas donc réhabiliter. C'est la municipalité qui s'est substituée à eux et qui a réhabilité ces logements. Et une deuxième catégorie qui était donc les propriétaires qui étaient présents, qui habitaient, donc on leur donnait des crédits. C'est des crédits bonifiés qui sont remboursés sur une quinzaine d'années avec une année de grâce. Donc la première année, on faisait les travaux, on ne commence pas le remboursement. Et à partir donc de ces crédits, on a relevé que certains logements donc ont été réhabilités, et les habitants ont continué à habiter, mais par ailleurs, il y a un phénomène qui s'est créé, c'est qu'il y a des gens qui ont acheté des maisons dans la Médina, qui étaient demandeurs de crédit, qui avaient eu ces crédits, mais qui ont transformé ces maisons en maisons d'hôtes. Donc ils ont profité de ce crédit pour faire des maisons d'hôtes. Bon, la troisième composante du projet, c'est que pour les monuments, pour les bâtiments qui avaient un caractère monumental, et vous voyez là sur ces images l'état de dégradation, mais il s'agit là de monuments, d'une Médersa Zawiya,
Donc, on a restauré, on a essayé de reprendre à l'identique le bâtiment et on a donné une nouvelle fonction. Donc, ce sont des opérations de restauration-reconversion et les reconversions, elles sont faites, elles sont étudiées à partir de la typologie du monument, mais aussi elles essayent de répondre aux besoins des habitants du quartier. Par exemple, pour ce cas-là, c'est devenu un jardin d'enfants. Là, je vais passer à autre chose. Donc, en vue de ces projets de visée sociale et de l'amélioration, il y a eu, donc, je disais tout à l'heure qu'au début des années 90, le promoteur privé a commencé à s'installer en Médina. Là, on voit un exemple. Donc là, c'est un ancien fondouk qui est devenu un restaurant. Et les cas sont assez nombreux, donc on a des restaurants, des maisons d'hôtes, des hôtels même 5 étoiles qui sont en train maintenant de s'installer en Médina. Là, c'est juste un exemple, c'est une ancienne école qui est abandonnée, qui ne fait plus fonction d'école. Il y a une association qui s'appelle Baiti. Baiti, si je traduis ça en arabe, Baiti, ça pourrait être ma maison. Si je traduis en arabe littéraire, si je traduis en dialecte tunisien, c'est ma chambre. Et c'est cette association, donc elle a trouvé elle s'est arrangée pour avoir les moyens et des fonds pour réhabiliter cette école et en faire un logement provisoire pour les femmes qui n'ont pas les moyens, qui habitent seules. Donc, à la fois, elles habitent cet espace, mais entre-temps, il y a une formation qui est assurée pour que ces femmes... donc, c'est juste un habitat transitoire. Donc, on habite cette école, le temps de faire cette formation, de se trouver donc du travail et donc de devenir autonome. Et après, elles partent pour habiter ailleurs. Et puis, il y a d'autres initiatives qui sont très importantes. En réponse, moi je dirais, à tous les projets qui se sont passés et toutes les actions menées dans la Médina, il y a eu des initiatives de jeunes qui ont commencé à partir du milieu des années 2000 à s'investir dans la Médina, telle que là, c'est l'association La Rue. C'est une association qui essaie de s'occuper un peu de l'investissement de l'art contemporain dans les monuments anciens. Et ces initiatives, c'était une manière d'investir un peu la Médina, mais ce qui est intéressant dans toutes ces initiatives, d'ailleurs je passe pour ne pas trop m'attarder sur la question, ce sont des initiatives de jeunes qui impliquent les jeunes de la Médina, les jeunes qui habitent dans la Médina. Donc pour tous ces projets, que ce soit le premier projet Dream City ou ce projet-là qu'on appelle Interférence, donc c'est un festival de lumière, ce sont des festivals et des actions qui se réalisent avec et pour les jeunes de la Médina. Et ça reste une initiative de jeunes. C'est une manière de répondre. Et là, c'est une autre initiative qu'on appelle Doulecha, c'est se promener dans la Médina, c'est raconter la Médina, c'est se promener à sa manière dans la Médina. Et on a plein d'autres initiatives telles que, il y a eu création de journal de la Médina. C'est un journal qui est écrit avec le dialecte tunisien pour qu'il puisse être lu par les habitants, les commerçants donc de la Médina. Une autre initiative qu'on appelle El Houmakhir, donc le quartier est mieux, et c'est une initiative d'intervention sur l'espace public, mais qui se réalise avec une approche participative avec les jeunes, donc toujours l'implication des jeunes du quartier. Une chose à souligner, c'est que de faire l'approche par la culture, c'était une initiative qui a été prise quand même depuis le milieu des années 80 avec la création du festival de la Médina. C'est un festival de musique qui se passe tous les ans le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, c'est le mois de jeûne
en Tunisie. Donc pendant tout le mois de Ramadan, on a des spectacles culturels dans la Médina et ça a permis, depuis donc, le milieu des années 80, aux gens de venir et de découvrir la Médina. Et aussi la création aussi de circuits touristiques, de parcours culturels dans la Médina. Et là, au bout au bout de ces initiatives, au bout d'une cinquantaine d'années de protection, de sauvegarde, on est en train de voir que quand même aujourd'hui il y a l'investissement. Quand je dis, je ne parle pas seulement des investissements privés qui cherchent donc un intérêt pécunier très important, mais il y a eu aussi un intérêt qui s'est manifesté pour des petites activités dans la Médina, telles que par exemple le café L'Amba. C'est un café, bon, L'Amba c'est comment on appelle ça, voilà, les vignes. C'est un café qui est dans les souks. Et du coup, donc, les jeunes qui viennent dans la Médina se sont investis. Et maintenant, c'est un café qui est devenu incontournable. Donc, quand on fait un tour dans la Médina, on s'assoit là pour prendre un petit thé. Donc, il y a par exemple une autre pâtisserie qui vendait des tartes aux fruits et qui ne coûtait pas vraiment cher. Ça n'arrivait même pas à 1 dinar la tarte. Bon, aujourd'hui, les prix ont changé. Donc, maintenant, la question qui se pose, cet effet mode Médina, avec tout ce qui s'est passé. Mais par ailleurs, c'est intéressant, puisqu'on s'intéresse à la Médina, mais par ailleurs, les prix de l'immobilier sont en train de flamber. Et la question qui se pose aujourd'hui, est-ce que ce qui se passe aujourd'hui en Médina est adressé aux habitants de la Médina ou pas? Parce que je vais revenir au milieu des années 60, même au début des années 60, quand il y a eu tout à fait au départ le projet de percer. C'est vrai, il y a eu création de l'ASM, il y avait à l'époque aussi, aujourd'hui c'est devenu l'INP, l'Institut National du Patrimoine, mais à l'époque c'était l'Institut National d'Art et d'Archéologie qui avait une direction qui s'appelait conservation de la Médina. Donc il y avait toute une réflexion qui se faisait entre d'ailleurs les deux institutions. Mais est-ce que réellement ces institutions qui ont sauvé la Médina, qui a empêché l'État tunisien fraîchement indépendant de réaliser ce projet de percée? Je ne pense pas. Parce que l'État tunisien, il était confronté à autre chose. À cette époque-là, il y avait 180 000 habitants dans la Médina. Donc, pour pouvoir intervenir, il faut trouver une solution à ces 180 000 habitants. Donc, réellement, qui a sauvé la Médina? Ce ne sont pas les riches de la Médina. Ce n'est pas l'État tunisien. C'est ses habitants qui ont sauvé la Médina. Et aujourd'hui, la Médina, elle est en train d'évoluer et d'être pour recevoir et les touristes et d'autres visiteurs. Donc la Médina, et où sont ses habitants? Par exemple, les projets qu'on a conçus, et je faisais partie de l'équipe qui travaillait à l'ASM, c'est pas parce qu'aujourd'hui je suis à la retraite que je faisais partie, moi j'étais chef du projet Okala, donc j'assume. Est-ce que tous ces projets qui ont été réalisés de visée sociale se sont intéressés que pour cette population? On a vu que pour le projet Hafsi, en fin de compte, il s'est adressé aux habitants, et en fin de compte, c'est plus une autre population qui est venue habiter. Pour les habitants des Okala, pour être propriétaire, il faut qu'ils soient relogés à 5 km ou à 6 km en dehors de la Médina. Donc aujourd'hui, cet effet mode, est-ce que la Médina ne devient-elle pas tendance aujourd'hui? Et je termine avec cette image. Bon, le monsieur que vous voyez là, il a été assassiné le 6 février 2013. Et le slogan qui est écrit en haut, en arabe, enfin en tunisien, moi je dirais, il faut qu'on soit debout pour Tunis ville ou Tunis la République. Et cette image, elle est à la porte
C'est là, c'est la porte de la mer. C'est Bebhar, c'est par là on pénètre dans la Médina. Donc moi j'ai choisi de mettre cette photo pour dire, pour nous, il faut qu'on soit debout pour notre Médina. Et merci de votre attention. Bon, on reste pour les... Donc vous venez. Thank you, Faika, for that fantastic introduction to the Medina and for what we will soon see with our own eyes and hopefully have further explanations about the place. All three presentations this morning have been concentrated on the idea of keeping authenticity in the cities, keeping the local inhabitants and how that helps to retain the authenticity of the place. And that was also mentioned yesterday by Irina in relation to the historic urban landscape. You know, perhaps that should be one of the key considerations, and certainly it is one of the major considerations for ICOMOS generally. With that, perhaps we can have some questions or discussion. Yeah, perhaps Samir was first, yeah. Très bien. Des séries de questions viennent après ces interventions, mais je voudrais commencer par saluer la présentation de Faika parce qu'elle était peut-être très complexe. Elle présentait l'un des meilleurs, ou plutôt le meilleur exemple de réhabilitation urbaine dans l'ensemble du monde arabe. Il faut le souligner. Et tout à l'heure, nous allons revoir la ville ancienne de Tunis. Il faut être conscient que c'est un privilège de pouvoir visiter l'ensemble de ces projets. Et il y a eu une succession de projets. Et c'est une succession de projets sur une cinquantaine d'années. Et ça n'est pas simple de résumer tout ce qui s'est fait. Faika a essayé de donner une idée de tout ce qui s'est fait, mais lorsque l'on entre dans le détail, on peut aller beaucoup plus loin encore. Par exemple, entre les projets de Hafsiya 1 et de Hafsiya 2, il y a eu un énorme progrès au point de vue conception architecturale, mais aussi au point de vue financement. La Banque mondiale est intervenue et il y a eu une complexité plus grande dans le montage socio-économique de ce projet. Par ailleurs, il y avait le problème du voisinage entre ces nouveaux projets et l'environnement. Le voisinage est très important. Il y a eu une opposition sociale entre les habitants du premier projet et les habitants qui étaient autour, restants. Il y avait une trop grande différence sociologique et économique entre les habitants, et la solution a été trouvée autour du deuxième projet par de la réhabilitation urbaine. Nous avions lancé avec l'université de Harvard et avec notre regrettée collègue Samia une enquête sur ce qui se passait autour. Oui. Tu te rappelles, moi je t'ai donné le dossier à Paris pour le remettre. Et Yeah. nous avons donc vu que... Samir, could you please make it quicker because other people want to ask questions? Donc, la transition a été assurée socialement entre le deuxième projet et le reste des habitations. Bon, peut-être une question pour Paula. Si je comprends bien, la grande place est classée. Toutes les maisons sont classées aussi autour de la grande place. Donc, il y a une intervention des pouvoirs publics sur les façades.
est-ce qu'il n'y a pas aussi une combinaison avec les questions des commerces? Est-ce que les pouvoirs publics n'ont pas un moyen d'intervention par le classement? C'est une question. On répond tout de suite. Alors, la question concernant la Grand Place, effectivement, le pouvoir public a payé la restauration des façades parce qu'il a eu une convention depuis le 19e siècle qui a lié les propriétaires à la ville. Parce qu'en fait, le bourgmestre, le maire de la ville de Bruxelles au 19e siècle, c'était au moment où la Belgique est devenue un pays. Il a trouvé que l'état de conservation de la Grand Place était très très mauvais. Il a pris l'initiative. En fait, c'est la première prise d'initiative pour la conservation de la place. C'était au 19e siècle. Et la ville a payé toutes les restaurations de cette place. Voilà. La restauration a été faite sur base des documents anciens, à partir de la reconstruction, à partir du bombardement de 1695. Par rapport au commerce, c'est un peu plus compliqué parce que les maisons autour de la Grand Place, elles sont privées. La ville a l'emprise que sur la restauration des façades. Au niveau du commerce, la loi belge ne permet même pas de stipuler le type de commerce pour une question de, comment on dit ça, de ne pas faire la discrimination. On ne peut pas imposer X commerce souvenir, X commerce de chaussures. La loi belge est assez vaste pour empêcher. On n'a pas beaucoup d'entreprises. C'est vraiment un travail de sensibilisation auprès des propriétaires qui est fait via cette agence Entreprendre pour convaincre les propriétaires que le plus de la qualité de commerce est meilleure. Le type de personnes qui viennent acheter, ce n'est pas que les petits souvenirs des touristes, mais la ville n'a pas d'emprise sur le type de commerce, ni sur l'intervention dans les commerces. Voilà. Moi, je voudrais dire, c'est vrai, l'ASM et la Médina de Tunis, c'est parmi les meilleurs exemples dans la région en matière de rénovation urbaine. Mais moi, aujourd'hui, je ne remets pas ça en question, loin de là. Mais les questions que je me pose aujourd'hui, puisqu'on avait fait tous ces beaux projets. Moi, j'ai cité au départ comment la stratégie elle a été développée. On s'est occupé de l'insalubrité, on a repris tous les problèmes aussi de canalisation. Aujourd'hui, quand il pleut, toute la ville de Tunis, elle est inondée, sauf la Médina de Tunis. Et on a réalisé de très beaux projets, mais maintenant la question qui se pose, moi devant un phénomène, le foncier est en train de grimper. Les dernières statistiques de 2014 ont montré que la population de la Médina est en train de diminuer. C'est moins que 90 000 aujourd'hui. On a des écoles primaires qui se ferment. On a des lycées qui se ferment. Donc, ce ne sont pas des résultats. Là, c'est des constats et des préoccupations. C'est pas Et je me dis qu'aujourd'hui, on doit comprendre qu'est-ce qui se passe. Et puis, je vois de plus en plus de transformation de maisons en maisons d'hôtes. Et ces maisons d'hôtes, elles n'ont jamais adressé aux habitants de la Médina, ni aux Tunisiens d'ailleurs. Moi, est-ce que j'aurai les moyens de payer si j'ai envie de passer un week-end en Médina? Je ne sais pas, si j'irai dans une auberge peut-être. Donc c'est ce genre, moi aujourd'hui, pour moi, je me pose c'est ce questionnement que je me pose et les grands temps, la Hafsiya. La première tranche, moi je n'avais pas le temps de bien expliquer, mais aujourd'hui, par rapport même à la deuxième tranche, l'habitat social que nous avons conçu, qui était habité par les cadres moyens, eh ben, il y a une enquête, l'étude dont tu parlais tout à l'heure, et qui a été réalisée en 1994, l'étude avec Harvard, donc l'impact de ce projet, moi je l'ai mené avec Semi, Allah yarhamha. Donc, et on a commencé à constater le changement de l'habitat vers le commerce. Et aujourd'hui, je peux te garantir, Semir, si on trouve 3-4 habitations, c'est devenu ou bien des dépôts pour les commerçants, parce que maintenant, la Hafsiya, c'est devenu le centre commercial par excellence de tout ce qui est vêtements et mercerie. Et friperie, bien sûr. Si on a envie d'acheter une fourrure
à 200 dinars, c'est à la Hafsiya qu'il faut y aller et on l'a. Donc moi, c'est ça mes préoccupations. Qu'est-ce qu'on ferait de l'avenir de cette Médina avec tous les projets qu'on a réalisés? Moi, j'ai passé plus de 30 ans à l'ASM. Moi, je fais partie de l'équipe qui avant vraiment travaillé avec CM, Zoubaïr et Abdelkrim, Ashraf et tout ce bon. Et on va travailler sur le projet Hafsiya, sur le projet Oukela et tout. Donc ça, c'est très important de voir vers où on va. Excusez-moi. Paolo. Yeah, it doesn't matter. I found that the three presentations of this morning, they were underlining what yesterday we said about the enormous threat that tourism is representing for the heritage. The three interventions were exactly on this line. I don't know the Tallinn, but I have been living in Brussels, working for the Commission, then in Porto. We made mistakes, then I will tell you why, and then now the Medina. But this is all a fact of laws and ruling. Because if, for example, you're telling me that in Brussels, the private can rent to every type of activity, of commercial activity. In other cities of Europe, is existing commercial plans, and it's forbidden to have some type of activities certain distance one from the other. I remember at the beginning in Brussels, there were good restaurants in the Galerie, in the Place, la Brasserie. All that disappeared because it has been given the permission, I don't know why, or for the lack of permission. And that is a big mistake, and now you're paying. It's difficult to go back. In Porto, in the 90s, we give European money to restore the old part, and we give credits to make the things to retain inhabitants in a very poor area. The result was that the houses finally had bathroom, they were restored and renewed, and we put a term that the house could not be sold for 10 years, but we didn't thought that it could not be rented. So we have been paying with European money the result of bed and breakfast. So this has been so it's all a matter of considering rules. And now we are moving. In Spain, they are doing very big actions. For example, you cannot rent bed and breakfast for more than 60 days a year. You cannot have, if it's not a private entrance. In some regions, like in Balearic, it's forbidden during the summer. In Italy, you must have the owner living inside, so you cannot have 46 apartments sleeping 10 minutes in everyone. So it's all a matter of finding rules and regulations. And I think this is the task that we, like CV, we have to write in the famous paper not only technical rules, but also administrative rules on how to resolve this problem. If not, we get, last, you were mentioning Tunis. I am living luckily in the Medina, in one of the younger people who had an old factory of soie, and with the credits that they got in long term, they could restore it fantastically, and that is the way. So it's only legal and political things. So thank you very much. Thank you, Paolo. I just want to ask Rin to just quickly, before Eleni, to respond as to whether anyone has thought yet of any rules that allow Airbnb to happen, to still occur, with owners reaping the benefit, but owners who are original inhabitants. Yes, there are rules on the way, because I think everywhere, and this is also one of the reasons why 10 European cities altogether turned to EU to get some kind of common regulation for Europe at least. But the problem is there's always a way to cheat, and then the other problem is what I told you with my last slide, that are we ourselves very responsible travelers? I found myself not to be a one this time when I'm staying at Parc Archéologique. Thank you. Eleni. Oui. Merci tous. J'ai deux questions vite. Je vais demander pour Medina d'abord. Croyez-vous maintenant qu'il y a un équilibre parmi le tourisme et l'habitat? Est-il
la fonction de Médina. Il y a un équilibre entre le tourisme et l'habitat. Et tu penses qu'elle garde l'authenticité que tu voulais avoir? Ça, c'est une question pour Faïka. Et j'ai une question aussi pour Bruxelles. Nous avons exactement le même problème à Plaka, au centre d'Athènes. Mais tu crois que je n'ai pas compris comment vous allez persuader les propriétaires de louer les premiers étages? Parce que comme exactement tu as dit, c'est la même chose chez nous à Athènes, ils prennent beaucoup d'argent par le rez-de-chaussée, alors ils ne s'intéressent pas pour le premier étage. Et aussi, il y a encore un problème. S'il y a le commerce au rez-de-chaussée, il y a beaucoup de bruit, alors ce n'est pas facile de persuader des familles d'habiter le premier étage. Merci. Vous allez répondre peut-être? Est-ce qu'on répond? Je voudrais remercier Madame Faïka Mjewi concernant son exposé sur la Médina. Ah, pardon. D'accord, non mais moi je voulais juste répondre. C'est vrai, l'équilibre, il est encore là. Moi, ce questionnement, c'est que j'ai peur et j'appréhende ce qui va se passer dans 10 ans dans la Médina. C'est pour ça que je me pose de telles questions. Parce que la multiplicité de changements de logement en maison d'hôtes, en restaurant, en galerie d'art, moi j'ai peur. Moi, pour être honnête, j'ai pas envie de voir Marrakech. Hein. Je veux pas que Tunis, ma Médina devienne Marrakech. C'est ça mon grand problème. Je me pose ces questions, c'est pour qu'on puisse réellement se pencher sur cette question et revoir. Parce que par ailleurs, c'est vrai, mais aussi il y a des dépassements. Mais revoir tout ça par rapport à une entité. Parce que quand il y a des écoles qui ferment, c'est inquiétant. Quand il y a des lycées qui ferment, c'est inquiétant. Quand les familles qui sont de la classe moyenne n'ont plus leur place dans la Médina, ça m'inquiète. Donc, il ne faut pas que la Médina devienne juste un lieu où on se promène. Par exemple, ce que disait tout à l'heure Paul par rapport à la fabrique, à là où il habite. Là, c'est un projet qui est initié par des jeunes avec leurs propres moyens. Ils n'ont pas eu un crédit du projet Ocala pour faire une maison d'hôtes. Ils sont en train et ils proposent une manière de voir et de vivre. D'ailleurs, ce projet-là, je suis en train de le labelliser pour qu'il ait un label de qualité Médina parce qu'il répond d'une manière beaucoup plus qui s'approche de la réalité de la Médina et des habitants. C'est un projet qui se fait avec les habitants du quartier. C'est pas un projet qui s'installe dans un quartier pour l'embourgeoiser ou qui tourne le dos à une réalité. So Teresa, then Alvaro, then Klaus Peter. Sorry? Sorry, Eleni, did you have your question? I have to... Je dois répondre. Attends. Alors, pour répondre à votre question, je n'ai pas parlé d'une chose importante, c'est que le relevé qu'on a fait, le plan que j'ai montré avec tout le relevé des étages vides, a été suivi par une taxation. En fait, les propriétaires qui ont les étages vides sont taxés tous les ans. Et ça, taxés, il a une taxe, il paye à une taxation qui s'appelle l'inoccupation de l'immeuble. Alors, cette taxe est quand même un moyen de les encourager à faire les travaux. Mais il a tout le travail de sensibilisation et de contact parce que cette équipe qui fait le relevé adresse tous les ans des lettres d'encouragement aux propriétaires pour faire les travaux en disant que l'immeuble va être taxé, si vous ne faites rien, vous payez une taxe tous les ans. Et alors suite à ça, il a quand même des propriétaires qui font les travaux, mais même avec cette taxe, il a des propriétaires qui préfèrent payer la taxe et avec le loyer suffisant du commerce, ne font rien. C'est un travail de longue haleine parce que vous avez vu le plan et ça fait 15 ans que la ville mène cette politique vis-à-vis des propriétaires. C'est vraiment un processus très lent pour réussir à que les propriétaires font les travaux.
Sorry, I was laughing because the translation was still happening. Teresa. Alors, une demande pour FAICA. C'est une question que j'ai beaucoup. C'est les fondouks des Italiens. Qu'est-ce que vous avez fait pour les fondouks des Italiens de la Médina? Moi, je rappelle que quand nous sommes réunis avec le comité de la Méditerranée 2 ans en arrière, moi, je présentais aussi une motion d'ordre à propos de ce fondouk. C'est l'unique fondouk encore établi dans la ville de la Méditerranée. Moi, j'ai étudié beaucoup les fondouks et je suis vraiment très contente que vous avez fait quelque chose pour cet immeuble. Ce fondouk, c'est le fondouk des Français. Et l'étude est en train de se faire pour voir la possibilité de sa reconversion, notamment en relation avec un monument qui vient d'être restauré et qu'on va essayer de visiter le monument restauré, parce que c'est devenu un centre pour les arts. On va voir ça cet après-midi et on est en train de voir les possibilités pour le fondouk des Français. Oui, de toutes les manières, c'est pratiquement bon, parce que le fondouk des Italiens, c'est devenu le conservatoire de musique. Le fondouk de la Grande-Bretagne, c'est un hôtel. Bon, le fondouk des Français, bon, il y a 2 fondouks en plus. Bon, mais c'est un projet qui est très lourd financièrement. Okay, let's move on to the next question. Alvaro. No. Alvaro. But she wasn't in the Je queue. peux attendre. Bon, moi c'est concernant la Médina, donc je vous remercie pour votre exposé. Alors, j'ai en partie la réponse pourquoi il n'y a pas eu cet axe. Parce que c'est du vécu. Donc ça relève, disons, de la petite histoire. Alors, cet axe, il faut se mettre dans le contexte des années 60, la Tunisie qui devient indépendante en 56, Bourguiba est président de la République en 57, et donc c'est le pouvoir personnel, qu'on le veuille ou pas. Bourguiba a décidé qu'il y ait un axe de l'avenue, fin fond de l'avenue Bourguiba, c'est-à-dire là où il y a sa statue, avec le cheval, jusqu'à la Casbah. À l'image de quoi? Des Champs-Élysées, de la Concorde à l'Arc de Triomphe. Le projet a été réalisé et il devait être mis en application. Et l'application devait se faire entre, bien sûr, la municipalité de Tunis, qui était présidée à l'époque par Hassib Ben Ammar, puis le ministère des Travaux publics. Et le ministère des Travaux publics a commencé à faire les relevés sur la rue de la Casbah. Pour élargir cette rue, il y avait des commerces à droite, à gauche. Et donc, le projet a commencé, mais juste sur papier. Et un peu en application sur... Alors, ça a été la volonté, que l'on veuille ou pas, de Hassib Ben Ammar de ne pas créer cet axe. Donc, il a commencé à traîner. C'est-à-dire, il y avait d'autres travaux de la municipalité, Bebzira à l'époque, El Khirba, et donc il y avait beaucoup de travaux qui étaient engagés au niveau de la municipalité. Bourguiba s'énerve, il donne un rendez-vous à Hassib Ben Ammar juste devant la porte de France, et il s'amène avec toute l'équipe technicien qui était derrière la création de cet axe, et il lui dit, qui est le président de ce pays? Est-ce que c'est vous, Hassib Ben Ammar, ou c'est moi, Bourguiba? Il lui dit, bien sûr, c'est vous, monsieur le président. Alors pourquoi vous n'obéissez pas aux ordres? La municipalité doit démarrer les travaux de cet axe. Il lui dit, d'accord, mais terminons les 2 autres chantiers, puis je passerai à l'ordre. Mais entre-temps, il a préparé sa démission pour ne pas percer la Médina et ne pas élargir même l'avenue Habib Bourguiba. Parce qu'il a dit, ça ne sera pas fait sur mon dos. Et il profite d'un congrès d'urbanistes international à Tunis pour rencontrer le président Bourguiba et le convaincre de ne pas faire cette bêtise.
Et qu'est-ce qu'ils ont dit à Bourguiba? Cet urbaniste qui est de renommée, je ne me rappelle plus le nom, il lui a dit, Monsieur le Président, laissez la Médina, c'est la ville des baies, laissez la ville européenne, c'est la ville des Européens et de la France colonialisme, et créez votre ville, le lac. Et le projet de lac a commencé ainsi. Voilà la petite histoire. Merci. Thank you. Alvaro? No? Klaus Peter? And then we'll break for coffee. No? Klaus Peter. I try to be short. To the regulations for this old city, I would like to point to regulations which are outside of heritage but have an impact on heritage. At first, about the shops in the old city, we have the same problem like in Brussels. We cannot say what shops there are. So we have now restaurants, always this stuff, pizza and this one. And also the shops are really tourist shops. That's a problem. But the B&B problem is better solved. We have regulations in some cities in Germany, it's forbidden. Really forbidden. And in Munich, it's like this. I'm living in a house 100 meters from the city hall, so in the very center. And in this house, there are 12 apartments, and they belong to one owner. And this owner wanted to earn money. So if people moved out, he gave it to B&B, but then the housing department knew about it, and he got punished. And now it's not anymore. So we don't have this problem that even I'm not aware. If people from China also have 30 apartments and make B&B, but we have the problem with one owner because he gets so much money. But we have regulations, and Germany has always regulations. And in these cities, because we have what Alvaro knows about the Stadtplanungsamt, we have very strong ones. Thank you. Any response? No. Okay. Okay. Do you want? No. Okay. So we'll break now for coffee. If you could please do your best to be back here at 11 for the meeting. Sorry? No, he didn't. He didn't want to. No? Okay, so please again thank the speakers, and it's been a very good session. That's all right.